En fait, pendant qu'on n'est pas en ondes, c'est le twitch.tv, BLVD, barre en dessous, FM. Vous avez envie de nous joindre, c'est le 88 780 1021. Il y a le 971 1021 par texto également. J'accueille en studio Mademoiselle V, qui est notre femme de tous les vendredis, conseillère en sexologie. Yeah, one and only. The one and only. D'ailleurs, je vais en profiter pour dire qu'on est au 3e épisode cette semaine du podcast qui est diffusé. 4e qui sera diffusé lundi prochain. Je fais la saison sextape avec Mademoiselle V cette saison-ci. Tous les podcasts, vous les retrouvez sur le blvd.fm, sur le Spotify, Apple Music, sur la chaîne YouTube, évidemment, si vous voulez le visuel. Ouais. Avant qu'on parle d'anxiété, de performance, d'angoisse de performance au niveau sexuel ce matin, Val, j'ai envie de te soumettre une publication que j'ai vue ce matin. Eh boy, vas-y. Je suis tombée sur la publication des citoyens de Val-Bélair, parce que fut une époque où j'étais dans le coin de Shannon, fait que j'étais abonnée à toutes ces affaires-là, les Spotted. Là, moi, j'étais abonnée à toutes ces affaires-là, pareil. Là. Et que tu pognes des affaires là-dessus, c'était pas surtout Val-Bélair. Moi, j'habite pas, j'ai jamais habité dans le coin de Val-Bélair, mais je suis un fidèle de Spotted Val-Bélair. C'est probablement... des affaires. Ouais, c'est divertissant. Écoute, la publication d'il y a 12 heures par un participant anonyme. Est-ce que je suis anormale de douter? Puis là, 88 971 1021, parce que là, moi, je parle à travers mon chapeau. OK, j'ai pas d'enfants. Max en a pas non plus. Puis peut-être que vous avez des enfants en bas âge, puis vous vous dites comme épelage, je suis pas rendue là non plus mentalement. La publication va comme suit. Est-ce que je suis anormale de douter que ce soit pertinent de parler de condom en 5e année? Sérieusement, je doute qu'un enfant de 11 ans soit à cette étape. Aucun enseignement de base, par exemple, les menstruations, mais par exemple, on y va avec l'importance du condom. Envoyez donc l'information aux parents des sujets traités en classe et laissez-nous décider si oui ou non on croit que nos enfants sont rendus à cette étape-là. Là, on parle de l'école L'Odyssée ici, là, dans la publication qui a été faite sur les citoyens de Val-Bélair. Puis je me suis même posé des questions parce que, bon, 5e année du primaire, vite de même, moi je me rappelle, j'étais où puis j'étais loin de la sexualité, là. Ouais. Mais la réalité d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que les jeunes ont de plus en plus des relations sexuelles jeunes. Il y a des gens dans mon entourage qui me disent, moi, Audrey, ma première relation sexuelle, je l'ai eue à 12 ans. Fait qu'à 11 ans qu'on commence à m'en parler, c'est pas anormal nécessairement. Je voulais ton point de vue là-dessus parce que je sais que tu fais des formations avec les jeunes sur la sexualité. Je sais que tu as des enfants aussi qui sont dans les âges de la préadolescence et adolescence. Il y a plus adolescence dans mon cas, 14-15. 14 et 15, bon. Je les ai élevés, ils étaient préadolescents aussi, donc je suis passée par là. Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en 5e année, on n'est peut-être pas prêt parce que on a tendance à penser que les gens font l'amour plus tôt. Mais en réalité, c'est pas le cas. L'âge est la même depuis nos arrière-grands-parents. C'est quoi? Pour la fille, c'est toujours autour de 16 ans. Hein? Pour le garçon, autour de 14-15 ans. C'est l'âge à laquelle on parle en majorité, notre virginité. Par contre, toi, dans ton temps, tu n'avais pas accès à Internet. Hein? En 5e année, tu te pensais bien loin de la sexualité, mais tu n'avais pas accès à Pornhub non plus. C'est sûr que ça t'a aidé. Ou du moins, je t'ai pas attiré vers là. Exactement. Mais là, les jeunes d'aujourd'hui, veut pas, c'est leur réponse. C'est devenu l'hyper-encyclopédie 3D interactif. Maman, c'est pas nécessairement la meilleure personne pour répondre à mes questions au niveau sexuel. Hein? Mais les parents se l'est jamais. Hein? On dirait que quand on est pré-ado, jeune ado, les parents n'ont jamais raison. Non, on pousse ça de la main. Non, c'est la période où ils détestent. Puis ils vont pas non plus aller voir leur professeur sur l'heure du dîner pour lui demander si c'est normal que mon gland, je sois pas capable de le décaloter, Madame Sophie. Tu sais, non. Fait que ça pourrait être surprenant pour Madame Sophie, je te dirais. Madame Sophie, elle va pédaler. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut leur satisfaire leur curiosité un minimum pour les empêcher d'aller vers Internet parce que t'auras beau mettre toute la sécurité parentale permise, là, il va taper genre, je sais pas moi... Puis comment tu fais ça? Parce que je veux dire, ils vont aller sur Internet s'ils veulent aller sur Internet, là. Absolument. Il faut satisfaire leur curiosité puis ça passe par l'éducation. Puis oui, l'école a raison de commencer à implanter de l'éducation sexuelle à l'école et moi, j'irais plus loin que je trouve que le condom, c'est pas nécessairement la chose la plus importante à cet âge-là, mais de comprendre la différence entre le bien et le mal sexuel, le consentement, etc., ce qui est bien ou pas. Parce que le consentement, il faut dire que le principe du consentement est enseigné maintenant. Et puis là, partez pas en peur, là, mais dès la garderie, on parle pas de consentement sexuel. Non. On parle du principe de consentement. Fait que petit Maxime et petite Audrey, si Maxime veut faire un colleux à petite Audrey, puis que petite Audrey, elle n'a rien à foutre de Maxime, puis elle veut pas qu'il s'approche d'elle, tu comprends, à la garderie, ben, elle a le droit de dire non, et petit Maxime est censé accepter ce non-là. Fait qu'on apprend
le consentement de cette façon-là très jeune aujourd'hui. Absolument. Il y a un texto qui vient d'entrer qui me surprend quand même, là, qui me surprend. C'est pas de la grosse matière quand même, là, mais on dit « Mon plus vieux est à la maternelle et on a reçu un communiqué récemment pour introduire le cheminement des spermatozoïdes vers l'ovule. Mettons que ça, je trouve ça jeune pas mal. Maternelle, il faut dire que t'as 4-5 ans, là. Oui, mais c'est de la science à la base. Tu sais, si on enseigne comment, je sais pas moi, comment ton corps fait pour faire pipi, ben c'est un peu normal qu'on enseigne aussi comment ton corps fait pour, par exemple, expulser les spermatozoïdes. Donc, ça dépend comment c'est fait. Tu sais, le gouvernement est encadré solide, là. Ils ont des barèmes à respecter pour éviter que ça sorte du contexte de l'âge de l'enfant. Mais tu sais, veut pas, c'est sûr qu'il va toujours avoir des gens pour qui ça va être surprenant qu'on enseigne si tôt, mais c'est basé sur des recherches, tout ça. Mais si ton jeune a des questions tôt, tu sais, dans le sens que, je sais pas, moi, il est en 5e année du primaire, il a 10-11 ans, il y a ces cours-là de base, puis que lui, il en a des questions sur comment on fait des bébés, puis comment ça se passe dans la chambre à coucher. T'es-tu mieux de répondre ou d'éviter, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné... Moi, j'allais chercher des livres, puis j'en ai quelques-uns, là, la Bible du zizi, OK? Je pense que c'est ça, la Bible du zizi. Et sinon, Full Sexuel, qui est un dictionnaire sur la sexualité pour les pré-ados et les ados en tant que tel. C'est les 2 œuvres principales. Je vous encourage à aller acheter ça et à mettre ça partout dans la chambre de vos enfants. À partir de quel âge, mettons? Ça dépend. Là. Le zizi sexuel, je pense que c'est 8 ans. Okay. Puis Full Sexuel, là, c'est pré-ado, donc à 12 ans à peu près. Faites une recherche avant, là, parce que là, je vous lance ça, je n'étais pas préparée, mais je pense que ça serait bien parce que ce que ça fait, c'est que ça stimule la curiosité du jeune. Ça répond à quelques-unes de ces questions qui sont en âge d'être répondues. Et puis, après ça, si lui a des questions, ben, tu sais, il peut les souligner puis venir t'en parler. Fait que ce serait ton plus grand truc, mettons. Oui, aller vers des œuvres éducatives. Là. Parce que, tu vois, moi, plus jeune, je me souviens, puis là, écoute, peut-être que ma mère va me taper ses doigts si elle écoute, là, mais je me souviens pas que ma mère m'ait laissé des livres. Je me souviens du dico des filles. Oui. Ça, je l'empruntais à la bibliothèque. J'étais vraiment curieuse du dico des filles. Puis je pense que c'était à l'école qui nous en avait parlé. Le dico des filles, en passant, si vous savez pas ce que c'est, là, c'est un genre de... C'est fait sous forme de dictionnaire. Oui, c'est très bien aussi. Mais c'est vraiment tous des concepts puis des choses à travers lesquelles la femme va passer. Que ce soit le consentement, les menstruations, les premiers amours, t'as tout là-dedans. Oui. Et maintenant, il y en a un pour garçons aussi qui existe en passant, un dico des gars, là. Puis c'est super bien fait. Fait que ça, c'est le fun parce que... Dans le bas de Noël, à Noël, là, ça se met bien. Très bien la job. Et que ça se met bien. Mais moi, j'ai été chanceuse parce que ma mère, moi, je me souviens qu'elle était très, très ouverte. Oui. Tu sais, ma mère, c'était le genre à faire des blagues ou à essayer, tu sais, de rendre ça accessible pour que moi aussi, j'ai peut-être le goût d'en faire puis que je pose des questions si j'en avais. Elle s'est mis très... ma mère, ça a toujours été ma meilleure amie. Puis là, à vous de juger si c'est une bonne affaire ou pas. Là, ça dépend, j'imagine, des formats là, familiales. Là. Mais moi, ma mère, on a toujours été très, très proches, qui a peut-être permis ça aussi, c'est le fait que j'étais... ça a été facile pour moi de me confier puis de poser des questions quand j'en avais puis de partager quand je n'étais pas certaine de certaines affaires, finalement. Là. Mais j'ai jamais eu à vivre dans une famille où c'était peut-être difficile comme sujet, mais je sais qu'il y a des familles qui sont mal à l'aise avec ça. Il y a des gens qui sont pas à l'aise de parler de sexualité. Marc, je sais pas comment c'était chez vous. Là. Moi, c'était pas mal zéro, là. Pas de conversation par rapport à ça? Ouais, non, pas vraiment. Est-ce que tu aurais aimé le contraire? Non, je pense que j'étais bien à l'aise là-dedans. Non, je pense que c'est bien correct. Mais comment tu t'es éduqué? Ça a été quoi tes premiers contacts, mettons? Hey, c'est une bonne question. Tu sais, je me souviens un peu comme tout le monde des premiers cours qu'on a, surtout au secondaire, les fameux cours de sciences. Mais à part ça, honnêtement, je sais pas comment je me suis éduqué, comment ça... T'as-tu été éduqué par... Là, je dis pas ça. T'as-tu été éduqué par la pornographie, mettons? Je pense pas que je considérais que c'était de l'éducation. Tu sais, je pense qu'on entend tellement qu'il faut pas s'éduquer avec ça, même quand on est plus jeune, que ça te rentre dans la tête que c'est pas la vraie vie. Puis en tout cas, là, je parle sur le plan personnel, là, mais personnellement... J'ai toujours su, je crois, que la pornographie était pas ce que c'est dans la vraie vie. T'as su rapidement qu'une fille ne ferait pas des acrobaties sur toi pendant 40 minutes. Là. Ah oui, malheureusement. Malheureusement. À moins de travailler pour le Cirque du Soleil. À moins de travailler pour le Cirque du Soleil. Ça limite tes choix. Mais... 11 ans, c'est pas... On n'a pas à capoter comme parents. Non, moi, je dirais même que 8 ans, c'est l'âge où on devrait commencer à en parler. Ça me fait mal en dedans, puis j'ai même pas d'enfant, Val. Je sais, mais tu sais, encore là, je vous dis, on va pas commencer à expliquer à un enfant à 8 ans
hein, comment on fait des bébés. En fait, ça dépend du processus, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est adapté à leur âge. Il faut penser que ces programmes-là, à l'école, ils sont conçus par des sexologues, des spécialistes. Hein. Malheureusement, pas enseignés par des sexologues, ce qui serait le fun, mais c'est encore enseigné par les professeurs, mais qui sont bien encadrés. Donc, j'ai tendance à vous dire, faut faire confiance aux professionnels qui ont bâti ce programme-là, mais posez des questions à vos enfants, tu sais, quand ils reviennent sur les cours à la maison. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Explique-moi. Puis vous allez voir la réponse, si elle est positive ou négative. Si votre enfant se met à vous raconter n'importe quoi, puis à aller dans tous les sens, peut-être que vous auriez tendance à devoir lui fournir certaines œuvres, lui montrer c'est quoi un petit peu de votre côté aussi. Mais si la réponse est positive, puis ils apprécient ces cours à l'école, pourquoi pas? Je veux dire, c'est important pour eux. J'ai le sentiment que jeunes, là, on est très impactés aussi par la façon dont ça nous est amené. Exactement. Moi, je me souviens que quand on nous a fait le cours sur la sexualité, c'était épouvantablement malaisant. Ils nous ont tous rassemblés dans la cafétéria. Puis là, la madame était sur le stage en avant, puis elle avait tu comprends, un dildo ou quelque chose. Non, c'était un bâton de bois. Oui. Puis avec le bâton de bois, elle nous montrait toutes sortes d'affaires, tu comprends, puis elle nous parlait, mais tu voyais qu'elle-même était tellement mal à l'aise d'en parler que pour nous, comme jeune public, on était mal à l'aise de recevoir l'information. C'est surtout ça qui a changé, je te dirais. T'sais, oui, la notion de base a changé, ce qu'on enseigne aux enfants. On a une meilleure compréhension de ce qu'il faut enseigner selon l'âge, mais l'aisance, la façon de le faire. T'sais, avant, moi, à l'école, on n'enseignait que l'aspect punitif. Comment pas tomber enceinte, comment pas avoir de maladie, comment pas avoir de fun. T'sais. Alors que les jeunes, ce qu'ils veulent entendre, quand je me promène dans les maisons des jeunes du Québec, c'est on veut entendre parler de plaisir. On veut savoir c'est quoi un orgasme. On veut en avoir un. On veut savoir comment on fait pour en avoir un de la bonne façon. Fait qu'ils sont là, ils veulent le savoir. Les jeunes sont intelligents aussi. Là. J'ai le sentiment des fois que les parents ont peur qu'on parle de ça en jeune âge, comme si ça allait inciter les jeunes à le faire plus tôt. Mais ça, c'est prouvé que c'est pas vrai. On a fait des recherches là-dessus et ce n'est pas vrai. Si tu ne donnes pas l'éducation nécessaire à ton enfant, il va se passer une chose, Audrey. Il va aller la chercher ailleurs. Puis la réponse la plus facile, c'est pas comme je dis Ginette sur l'heure du midi ou maman, papa ou tante Audrey, ça va être le www.pornhub.com. Ou il va le tester plutôt pour savoir ce que c'est au lieu d'attendre d'être prêt. Ou il va se fier à ses amis qui dit essaye de frotter ça avec du jello puis essaye de mettre ça dans une balle de slim. Quand on est jeune, Val, puis j'ai l'impression qu'on va rentrer dans le plus vif du sujet de ce matin, l'angoisse de performance. Je pense qu'on la ressent beaucoup. Tu sais, jeune, nos premières relations, je sais pas toi, Max, moi, j'étais stressée comme ça n'avait pas de bon sens. Moi, c'est le contraire, je pense. Dans le sens où, on dirait que dans ma tête, c'est comme, les premières fois, c'est sûr, tu seras pas au top. Tandis qu'à un moment donné, quand t'es rendu, mettons, au cégep, puis que, tu sais, veux pas, tout le monde sait un peu que, tu sais, la fille sait que c'est pas la première avec qui tu fais ça, puis même, tu sais, peut-être même pas la première dans sa gang, tu sais, veux pas. Puis là, tu te dis, OK, ben là, si ça marche pas, tout le monde va le savoir, puis fait que moi, il y a eu plus de... Puis, tu sais, je sais même pas si j'appellerais ça de l'anxiété de performance, là, mais peut-être un mini stress de me dire, ah, là, si ça marche pas, le monde va le savoir. Oui, non, je comprends totalement ce que tu veux dire. Je pense que c'est peut-être différent pour les gars et pour les filles aussi. Peut-être aussi. La pression est différente pour les garçons et plus au-delà de la performance sexuelle. Chez la fille, la pression va être plus à notre apparence, de quoi on a l'air, est-ce qu'on va répondre adéquatement à ses besoins. Je pense aussi que quand tu es jeune, au niveau d'une première, ça va te faire mal. Là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup ça qu'il faut prendre en compte. Les gars ont le moins ça la première fois. C'est sûr. Mais je pense que vous avez peur de ne pas toffer, puis elle a peur de se faire mal quand ça Mais c'est peut-être bien de dire à ton gars, d'apprendre à ton gars, du moins, la délicatesse. Oui. Dans une première fois, moi, j'ai été chanceuse à ce niveau-là, d'être tombée sur quelqu'un qui, visiblement, avait été un peu éduqué à ce niveau-là sur le fait de poser des questions, de prendre ça doucement. Oui, puis ça, c'est la job plus des parents, je te dirais. Oui, que de l'école. À l'école, ils vont pas expliquer à petit Max, justement, on parlait tantôt, comment bien préparer la petite Audrey. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à la maison. Puis si vous n'êtes pas adéquat, si vous ne vous sentez pas capable de le faire, outillez-vous. Il y a plein de façons. Je te pose une autre question, parce qu'on parle de petit Max et petite Audrey. À la garderie... T'es-tu enceinte? Non, je peux... Tout le monde me demande ça, c'est assez, puis je me dis, j'ai-tu pris du poids ce point-là? Non, c'est parce que là, tu viens de parler. Non, mais je me dis, quand on est jeune, et là, je parle vraiment petite enfance, là, dans le 4, 5, 6 ans,
Ou est-ce que tu peux rassurer, puis peut-être que je me trompe, là, j'affirme quelque chose, puis je m'avance, là. Est-ce que tu peux rassurer les gens que c'est pas sexuel quand ils se taponnent puis ils baissent leurs pantalons? Non, vraiment pas. C'est vraiment une réponse sexuelle. Puis on va en parler de ça, cette réponse sexuelle-là. Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est le système nerveux. Fait que lui, dans le fond, il voit quelque chose qui est censé l'intéresser, parce que c'est biologiquement fait comme ça. Et puis, ça va lever tout seul, puis le désir de le toucher va tout simplement être la réponse sexuelle normale d'un individu normal. Fait que s'il vous plaît, n'allez pas dire, là, petit Max, ne touche plus jamais à ton pénis de ta vie. Hein? Il y a des manières de le dire. C'est normal aussi que vos enfants fassent semblant de faire l'amour les uns avec les autres. Et c'est pas forcément malsain tant que c'est pas violent. Hein? Donc, c'est permis de laisser son enfant jouer au docteur tant que ça dépasse pas une certaine limite, si on veut. Moi, ma mère a eu une garderie très, très, très longtemps. Puis, une chose que je me souviens, parce que j'ai eu des formations après pour être suppléante en garderie, une chose que je me souviens qu'on nous disait, c'est de jamais approcher ça d'une façon négative. Exact. Touche pas à ça, monte tes pantalons, on fait pas ça, c'est pas correct. Voilà, pas punitif. C'est de dire que c'est privé, de mettre ça un peu plus léger pour pas que l'enfant devienne traumatisé non plus puis qu'il ne veut plus jamais baisser ses culottes. Là. Bien, on va lui expliquer la notion de l'intimité puis rediriger l'intimité dans quelque chose de plus personnel. L'angoisse de performance, comment tu décrirais ça exactement? Bien, c'est assez simple. Là. En fait, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Hein? En 2025, on détermine notre valeur ou notre capacité à être aimé, si on veut, par la performance sexuelle qu'on va donner pour beaucoup de monde. Ça touche plusieurs sphères. Hein? L'angoisse de performance, on parle du travail, famille, vie amoureuse. Mais là, aujourd'hui, on parle plus de l'aspect sexuel en tant que tel, parce que le sexe, quand on vit de cette angoisse de performance-là, affecte notre réponse sexuelle. Bon, la réponse sexuelle, c'est important de savoir ce que c'est aujourd'hui. C'est peut-être un petit scientifique 30 secondes, mais après ça, je vous rentre dans le plus léger. Donc, c'est comment notre corps réagit aux stimulations du système nerveux. Chez l'homme, ça va être l'érection puis l'éjaculation. Chez la femme, ça va être le désir, la lubrification puis l'orgasme. OK? Là où c'est important, et là je rentre dans mon truc un peu plus scientifique, le système nerveux. Je ne sais pas si vous saviez, mais le système nerveux, ça fonctionne sur 2 paliers, comme fédéral, provincial. OK, vas-y, je t'écoute. Les 2 sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, mais ils créent une harmonie nécessaire dans le corps. OK? Donc, ça s'appelle aussi l'homéostasie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Non. Bon, voilà, je vous explique. Alors, on a le système nerveux parasympathique, OK? Qui est responsable de la détente, qui favorise l'excitation. C'est comme lui qui nous turn on, si tu veux. Et de l'autre côté, tu as le système nerveux sympathique, qui n'est pas tant sympathique que ça au final, parce que c'est lui qui nous prépare à réagir à des situations de stress. Puis ça, c'est incompatible avec l'excitation sexuelle. Et que ça veut dire que si à un moment donné, n'importe quand dans la relation sexuelle, ton corps bascule vers le système sympathique, qui n'est pas tant sympathique, comme je disais. C'est là que le pinou descend. Là, ton corps entre en mode survie. Puis il va diriger le sang vers le cœur puis le cerveau au lieu de... Le pinou. Et t'as tout compris. Le petit pinou. Il suit, Max, il suit. il suit le cours de sciences. Voilà. Fait que ça explique aussi les symptômes d'une anxiété qui sont physiques. Tu sais, quand on dit la patate, c'est parce que le sang va rusher vers le cerveau puis vers le cœur. Puis... ça va faire en sorte que le sang va se retirer du gonflement du pénis, des lèvres et du clitoris de la femme. Fait que le désir n'est pas là, l'excitation sexuelle s'en va, il y a un manque de lubrification aussi chez la femme qui s'ensuit, si c'est elle qui en souffre. C'est dur à revirer ça de bord, là? Bien, c'est ça. Pour revirer ça de bord, il faut réussir à rebasculer vers le système nerveux parasympathique. OK? Souvent, c'est un cercle vicieux parce que là, à partir du moment où tu stresses, voilà. Là, le pinou descend, puis là, plus il descend, plus tu stresses, puis là, à un moment donné, il ne reste plus beaucoup de sang dans le pinou. La seule façon de revenir avec le sang dans le pinou, c'est d'être totalement détendu. Mais ça, tu fais quoi? Tu en parles à ton partenaire? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Des petites chandelles. Salut Gérard, c'est la première soirée qu'on passe ensemble, mais là, je suis vraiment stressée. On dirait que ça doit amener à des... J'ai l'impression que c'est peut-être plus difficile pour un homme que pour une femme.
cette anxiété de performance-là, parce que vous autres, vous avez quelque chose de physique qui vient avec? Nous, on peut le cacher. vois. Ouais, nous, non. Nous, ça se cache pas. Ouais, là. c'est ça. Nous, ça se cache un peu plus, dans le sens que, le clitoris va être moins gonflé, les parties génitales vont être moins lubrifiées, puis tu risques d'avoir des symptômes aussi physiques de l'anxiété, mais outre ça, c'est difficile si la personne le cache. Alors qu'un homme, souvent, ça va venir avec soit un problème éjaculatoire ou un problème érectile. Donc, c'est assez évident. Là, la relation peut pas se poursuivre. Puis là, la fille, elle se met à capoter parce qu'elle pense que c'est de sa faute. Là, le gars, lui, capote parce qu'il pense que ça reviendra jamais. On est plus dur aussi, j'ai l'impression, avec les gars là-dessus. Là, par chance ou par malchance, là, j'ai assisté il y a plusieurs années, puis là, je radote, vous me dites si c'est le cas, là, ça arrive souvent, mais j'ai assisté il y a plusieurs années à des auditions pornographiques à Décatrix, qui est une firme québécoise. Là. Vous pouvez retrouver ça sur les internets. Je connais pas ça. Connais pas ça, t'as jamais consulté à Décatrix, Max, on le sait. Un pur. Puis, il venait faire des auditions, dans le fond, au bar Saint-Joseph. Puis, on était une couple de stations qui allait couvrir cet événement-là. Puis, on a assisté, en fait, moi puis mon chum, à l'époque, lui était pour une autre station, à le déroulement d'une scène pornographique. Et là, la fille, elle, tu comprends, elle faisait ça toute la soirée. Puis c'est des gars qui passaient en audition parce qu'il manquait de gars dans la boîte. Puis là, si ça se passe bien, automatiquement, ils utilisent la vidéo. Tu consens à ça quand tu embarques dans la limousine. Là, tu me suis? Fait que le gars a le choix de mettre un masque ou pas, s'il veut pas qu'on voit son visage, si ça se passe pas comme il veut. Puis les gars avaient toutes sortes de réactions physiques. Veut pas, t'en as qui, même si tu ne dois pas, selon le papier que tu signes, il y en a qui consommaient avant, par peur, tu comprends, de ne pas être performant, pour s'étourdir un peu, pour embarquer dans l'action. Puis nous autres, la scène qu'on a regardée, bon, le gars s'était visiblement intoxiqué, mais il n'y avait rien à faire avec le pinou, là, comme tu l'appelles, Max. Là. Il n'y avait rien à faire, là. C'est normal, en situation de stress en plus. Écoute, ça doc bien molle. Là. Il n'y avait rien à faire. Là. Puis nous autres, on était là, puis on était quasiment comme go. Let's go, Puis la fille, elle faisait tout, tu comprends, pour essayer de l'exciter, mais mentalement, le gars, il n'y arrivait pas, il était pas là. Puis écoute, ça a été un long 15 minutes. Là, c'est long, 15 minutes. Éternel. Puis écoute, elle se devait de faire tout ce qu'elle pouvait pour que ça fonctionne, là, parce que des fois, le stress est normal. La culpabilité qu'elle devait ressentir. Mais les regards dans la limousine. Tu sais, les regards, tout le monde était comme, oh mon Dieu, tu sais, le malaise, le gars, il l'a pas en tout, tu sais. Puis on est difficile, je trouve, avec les hommes quand ça marche pas. Puis le pire, c'est que ce gars-là était probablement un super amant dans une vie normale. C'est juste qu'en situation de stress de même, c'est une autre affaire. Puis tu le dis, la réponse du partenaire, OK, c'est l'une des choses les plus importantes, s'il vous plaît, mesdames ou messieurs, si vous vous retrouvez dans une situation où la performance n'est pas là, de l'autre bord, ça prend une petite affaire pour le traumatiser à vie. OK, je vous le dis, là. Il suffit qu'on entende une fois, ben voyons, tu bandes mou, puis c'est fini. Ça va rester dans sa tête. Même si la réaction de l'autre bord est bonne, ça, moi, ça me dérange pas de m'ouvrir, mais c'est pas arrivé souvent que ça marche pas, mais c'est arrivé une fois, une première fois avec une fille. Puis, tu sais, je n'ai eu plusieurs... Je me souviens de ce fois-là comme si c'était hier, puis ça fait quoi... Je pense que ça fait 6 ans. Puis ben oui, ça marque. Ben, surtout quand t'es habitué que ça arrive pas, puis que t'entends le monde dire « Ah, telle personne, c'est arrivé. » Puis là, je me dis « OK, mais là, tout le monde va penser que c'est tout le temps de même avec moi, puis tout. » Fait que là, ça te marque, là. T'avais peur de ce que le monde allait penser de toi. Ben, entre autres, parce que, tu sais, combien de fois on entend dire ouais, moi, j'ai entendu tel gars, il bande pas. Nan, nan. Si, c'est arrivé une fois, mais ça se peut que ce soit, ça circule. Puis que... il a planté sa graine. La première fois que ça arrive, là, si vous y mettez ne serait-ce qu'un minimum d'importance, ça plante une graine dans votre tête, puis ça fait des racines. Puis là, par la suite, même si tout va bien, tu vas retomber dans ce cercle vicieux-là, puis c'est là que ça va pas bien. Fait que si ça vous arrive une fois, s'il vous plaît, essayez de dédramatiser la situation, que ce soit de votre partenaire ou vous, ou les deux ensemble. Il faut en rire parce que c'est sûr que ça va vous arriver. Là. Votre char, là, combien de fois il n'est pas parti dans votre vie? Là? Ah, puis pire que ça, tu sais, là, on parle des premières fois, mais si vous êtes en couple, là, 971-1021, depuis longtemps, là, on ne ferait pas à croire que ça marche bien à tout coup, de la même façon, que c'est extraordinaire à chaque fois. Là. C'est ça. Ça peut arriver à tout le monde. C'est juste que quand ça devient quelque chose qui imprègne ta tête, puis que tu penses trop, tu le ramènes à chaque fois, puis là, ça devient de l'angoisse de performance. Oui, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs causes à ça. C'est pas simplement juste parce que tu étais fatigué. Bon, on a parlé de planter la graine, le cercle vicieux. Hein, ça, c'est une des causes. C'est arrivé une fois, fait que ça va revenir. Le manque d'estime personnelle, la peur du rejet,
Hein? Ça peut être aussi, bon, là, aussi, c'est sûr que c'est ça, là, la pornographie. Le message qui est véhiculé. Hein? Bon, on va regarder, là, tu as un homme en érection constante, premièrement, hein, qui est capable de pénétrer pendant 40 minutes, alors que la réalité, savez-vous c'est quoi? Pénétration continue, la moyenne, 3 minutes 41 secondes. Ah ouais, hein? Ouais. Quand on est loin du film porno. Ensuite, ils ont des aimants. Ça me fait rire, c'est quand Yann dit le meilleur 30 secondes de toute sa vie. Il y a Yann qui m'a texté d'ailleurs, qui est à l'écoute. On le salue, Marceau, qui me dit qu'il a entendu ça de moi à Val-Bélair, que c'était arrivé. Ça s'est rendu le message. Ça a l'air que ça s'est rendu à Val-Bélair. Que t'avais manqué de Tilou? Oui, ça a l'air que oui. Regarde, un texto qui est rentré. Bon point, Max. Ça arrive à tout homme un jour, soit d'avoir de la difficulté à avoir une érection ou d'éjaculer trop vite. Tous les hommes y passent. Ça aussi, c'est un trouble souvent qui marque le gars. D'arriver trop vite à ses fins, puis là, il a l'impression de décevoir sa partenaire. Le contraire est vrai. Précoce, le contraire est vrai aussi, quand l'éjaculation vient pas, puis que là, la femme se sent mal, puis là, c'est ma faute. Puis, oui, je suis pas assez sexy, je suis pas assez bonne. Hein? Oui. Vous pouvez peut-être savoir dans quel camp je suis. Puis tu le mentionnes, le trouble éjaculatoire aussi est en lien avec l'angoisse de performance. Il y en a que ça va pas être Tilou qui bande plus, ça va être Tilou qui veut pas venir. Ouais. Donc ça, c'est bien possible. Ensuite, si on regarde le message pornographique, vous avez tous des gros shafts de 10 pouces, alors que la réalité, 5,5 pouces. 5,5 pouces. En moyenne? Oui, chez les Nord-Américains. Bon, mais là, je suis contente qu'on mette ça en moyenne parce qu'il y en a qui te gonflent ça sur un temps quand tu en parles. Hein? C'est ça. C'est ce que la pornographie veut que tu penses. Ensuite, c'est hyper rapide et rigoureux, comme s'il allait sauver le monde avec sa virilité. Et ça envoie un schéma qui est totalement stupide parce que là, on base tout sur la pénétration dans la pornographie. Alors que, tenez-vous bien, 81% des femmes ne sont pas capables de jouir vaginalement sans l'interaction du clitoris. Ça, c'est un chiffre qui est important quand tu y penses. 81%. Puis pourtant, si tu ouvres ton porno, tout ce que tu vois, puis tu le mets sur speed, là, tout ce que tu vois, c'est tout le long. Le petit lapin. Exactement. Mais de là, l'importance de... Puis j'allais dire, c'était ma quétaine. J'allais dire de là, l'importance de communiquer. Peut-être pas pendant, là, mais tu sais, de l'exprimer ce que t'aimes. Oui, mais dans... Oui, Max, mais tu sais, il y a une limite à ce que tu peux dire, comme quoi il y a des gens qui n'aiment pas ça. Là. Moi, si tu me parles trop dans une relation, honnêtement... Moi, je jase. Ouais. Ferme ta trappe. Tu fais la météo pendant que tu es en train de scorer, Max. Hey, t'as-tu vu le Canadien hier? Canadien joue à soir. Les actualités 2 pour 1. Let's go. Why not? Oh mon Dieu! Je sais pas si vous avez remarqué aussi que dans les pornos, là, les hommes, ils sont toujours sans émotion. Avez-vous remarqué ça? Ils sont tout le temps comme des statues. Là, c'est comme... tu me le fais remarquer. Ouais. C'est des machines. C'est des machines. C'est des machines sans émotion. Les femmes en mettent beaucoup, hein? Exactement. Là, on va mettons, on regarde la femme. Au point où tu te sens mal comme femme dans tes premières relations, tu peux être aussi extrême, tu sais. Moi, quand je regardais les pornographies, au début, je me disais, comment ça se fait que la femme, elle a du plaisir tout le long? Ouais. Parce qu'un orgasme... Faut-tu que je crie, moi aussi, tu sais? C'est ça. Là, elles sont hyper expressives, très motivées, on va se le dire, excitées comme s'il y avait un orgasme du début jusqu'à la fin. Puis, dans les deux cas, dans la porno, on éjacule 4 litres chacun. Ça, c'est quelque chose qui est totalement stupide aussi. Je veux dire, c'est quand la dernière fois que... Ouais. Je veux dire, moi, j'ai pas besoin de sortir ce calinette là, quand j'ai fini. Là, je suis pas pour vous autres. Là. En fait, l'inverse est appréciable souvent, là, dans certains contextes. Là. Oui, tout à fait. Moi, quand j'étais adolescente, là, je lubrifiais beaucoup trop. Je sentais rien. Je trouvais ça difficile. Puis ça, on n'en parle pas souvent de ça. Parce que c'est souvent l'inverse qu'on aborde. Oui. Puis ça peut être fatigant aussi. L'angoisse de performance, ça touche-tu beaucoup de monde? Parce que là, on en parle, puis les textos rentrent. Mais je me demande à quel point, mettons, c'est généralisé ou pas. Écoute, ça touche beaucoup de monde. Certains, c'est un homme sur 3 qui souffre au moins une fois d'angoisse de performance dans sa vie, et une femme sur 5, un nombre qui a grandement augmenté. Et là-dedans, on peut prendre à peu près 22% des adultes qui souffriraient d'un trouble anxieux, parce qu'il faut penser que l'angoisse de performance fait partie des troubles pathologiques anxieux. Donc, ça peut être sur d'autres aspects de sa vie aussi. Là. Donc, en plus de vouloir vraiment bien faire l'amour, il peut être workaholic, puis que tout soit parfait tout le temps. Et ça peut devenir lourd à porter comme... Il y a quelqu'un qui nous dit par texto, même si les femmes disent que c'est pas grave, comme homme, ça nous affecte quand même. Oui. Ça, je pense que c'est juste quelque chose qu'il faut défaire mentalement. Là. J'ai l'impression des fois qu'on donne tellement une grande importance à la performance sexuelle puis à la sexualité
Quand ça se peut là, qu'un après-midi, tu penses que ça va être ton moment, puis écoute, finalement, ça plante bien raide. Ris, là, c'est pas en fait du monde. Par rapport à ça, moi, je disais que ça faisait 6 ans, je pensais encore, mais la fille avec qui c'est arrivé, c'était mon ami, c'était encore mon ami, puis c'est arrivé, puis on en a ri un peu, puis après, un peu plus tard, ça a marché, puis fait qu'elle a super bien réagi. Je m'en souviens quand même encore 6 ans après. Pareil, tu l'as dit, les autres facteurs qui peuvent faire en sorte que ça arrive, il y a entre autres le fait que la personne soit très importante pour toi ou que ce soit une situation particulière comme c'est une première fois avec cette personne-là. Fait que c'est normal que tes attentes soient plus élevées si on veut. Sinon, ça peut être, par exemple, par rapport aux relations virtuelles. Hein. Présentement, là, sur Tinder, là, on a de la misère à comprendre que c'est vraiment une personne qui est à l'autre bout. Hein? Fait qu'on peut avoir de la difficulté à connecter avec cette personne-là, puis voir une performance sexuelle comme une façon de clore le tout, alors que c'est une vraie personne avec des vrais sentiments. Il faut réussir à dédramatiser la situation, mais il y a toutes sortes de façons d'y arriver. Là. Si on parle un peu de traitement, là, pour ceux qui en souffrent présentement. Est-ce que ça peut s'installer au fil d'une vie? Je m'explique. On a un texto qui est rentré. Moi, après 20 ans de mariage, sans dépenser 500 pièces d'hôtel et de resto et de mettre en place un contexte, à la maison, il ne se passe rien. Ça se peut-tu que tu es en couple depuis longtemps, tout va bien, il n'y a jamais eu de problème, puis à un moment donné, la vie prend place. Hein? Oui. Les enfants, la petite famille, la job, le stress, puis tout d'un coup, à un moment donné, tu t'éloignes, puis là, il faut que tu reconnectes. Oui. Puis ce moment-là, il est vraiment à poche, parce que c'est mécanique en tabarnouche au début. Il faut que tu te rapproches. C'est artificiel. Ouais. Est-ce que ça se peut que l'angoisse de performance vienne de nulle part avec quelqu'un avec qui tu es déjà confortable? Absolument. C'est influencé par plein d'aspects de ta vie. T'sais. Ça peut être un couple qui, au contraire, est très, très heureux sexuellement, tout se passe bien, mais il y a de quoi qui se passe au bureau. Puis là, tout à coup, paf, c'est les conséquences de vie, le stress, la fatigue. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Puis c'est la raison pour laquelle on recommande d'aller voir un sexologue ou un conseiller ou un psychothérapeute, parce que il faut trouver d'où ça vient puis éliminer cette petite graine-là. Surtout quand c'est récurrent. Comment ça peut réellement aider d'aller consulter quelqu'un? Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens sont un peu réticents à cette idée-là, simplement parce que tu te dis, de jaser avec quelqu'un du fait que... Puis nous, lève pas, il lèvera pas pareil, là, c'est ça, là. Oui, bien, ça prend des outils, hein. À moins que tu les connaisses, ces outils-là, tu as besoin que quelqu'un te les apprenne, puis te montre comment les utiliser, si on veut, tu sais. Et puis, c'est ce que le sexologue va faire. Le sexologue va aussi déterminer, est-ce que c'est vraiment des racines anxieuses qui ont rapport avec la sexualité, ou si c'est autre chose. Des fois, ça peut être parce que ta conjointe ne te plaît tout simplement plus, ou ton conjoint ne te plaît supplément plus. Ça doit être dur, ça. C'est dur, mais ça peut être bien dans le sens où tu sais que tu ne souffres pas d'angoisse de performance. À ce moment-là, c'est une question de chimie. Là, tu as un autre problème qui tombe. Oui, c'est un problème qui est différent. Mais fait que c'est important d'aller voir, consulter, surtout si c'est quelque chose qui se passe souvent, puis que ça commence à jouer sur vos relations. N'attendez pas trop parce que ça ne va pas partir tout seul. C'est vraiment pas quelque chose qui part seul. C'est vraiment pas quelque chose dont la majorité des gens sont outillés pour dealer avec. Puis quand je parle d'angoisse de performance, là, c'est pas juste de dire oh, ben là, ça va-tu marcher ou ça va pas marcher. Non, non, c'est quand c'est constamment dans ta tête et quand ça fait en sorte que tu n'as plus de relations sexuelles, tu évites l'intimité, tu n'as plus de désir. Ta réponse sexuelle n'existe plus, elle n'est pas là. Il faut que tu travailles, il faut que tu l'entretiennes. Mais oui, c'est paniquant. Puis il y a quelqu'un sur le Twitch qui nous dit quand tu as été longtemps sans sexualité, c'est fou comment ça te joue dans la tête, surtout quand tu sais que la fille a des attentes puis qu'elle, elle se fie souvent aux premières fois pour se faire une tête sur la compatibilité de cette future relation-là. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui, par exemple, se sont séparés. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de relation sexuelle. Je dis hommes, l'inverse aussi, là, mais on va y aller dans le plus stéréotype possible. Donc, il doit replaire à une autre jeune femme et il doit pédaler fort. Puis souvent, il y a déjà le doute en tête. Là. Fait qu'en plus de la pression de l'événement, du fait que ce soit une première fois, puis qu'il veut impressionner, puis qu'il veut se remettre sur le dos du cheval, si on veut, là. C'était quoi cette expression-là? En tout cas. Mais écoute, je me suis posé la question, mais j'ai tout compris. Oui, tu as tout compris ce que je voulais dire. J'ai tout compris ce que tu voulais dire. C'est vendredi, hein? Oui, vendredi pour tout le monde. Fait que sinon, au niveau des traitements, il y a la psychothérapie, la sexothérapie dont on a parlé, mais sinon, la communication, tu l'as dit. Là, ça revient beaucoup par texto. Je le passe vite parce que tout le monde le sait. Il faut savoir parler de ses peurs et de ses attentes. Là. Si une fois que vous avez fini de faire l'amour, vous fermez la switch, là,
Je veux dire, c'est sûr que ça ne va pas se régler par soi-même. Cette boule-là va finir par devenir une gros noyau dans ta tête. Sinon, un exercice que j'aime beaucoup utiliser en thérapie de couple, c'est la désexualisation de l'intimité. Okay? Donc, autrement dit, vous allez arrêter d'avoir des pénétrations. Vous allez arrêter d'avoir de la sexualité comme le monde vous dit qu'on devrait avoir de la sexualité. Mais encore. Vous allez vous caresser, vous allez vous donner des petits bisous, vous allez faire des massages, de la sensualité. Voir le sexe comme une expérience et non une performance. Te concentrer sur la connexion, puis utiliser tes 5 sens. Pendant que tu es en train de faire l'amour, au lieu de te concentrer sur « je vais-tu venir, ça va-tu marcher, ça va-tu lever, ça s'en va-tu, ça s'en vient-tu », au lieu d'être dans ta tête comme ça va être d'imaginer tes 5 sens. Bon, le toucher qu'il y a sur ta peau, l'odeur, le son. Diriger ton attention. Oui, diriger ton attention ailleurs. C'est un peu la base de la méditation, de la relaxation puis de la visualisation, si on veut. Tout ça sont des techniques extrêmement importantes, surtout au niveau de la visualisation puis de la relaxation. En angoisse, on va suggérer un exercice qui est d'inspirer de la fumée blanche. Là, on s'entend? Tu comprends ce que je veux dire? Et expirer la fumée noire qui est remplie de tes angoisses et tes peurs. Visualiser, aspirez pas rien, là. On s'entend. Mettez-vous rien dans le nez, là, qu'on se comprenne. C'est ça. Imaginez que vous inspirez quelque chose de bien et vous relâchez quelque chose de mal. Lorsque vous pensez que c'est sur le point d'arriver, généralement, ça fait des beaux petits miracles. Se concentrer sur sa respiration. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin d'aller voir quelqu'un. Si vous êtes capable de gérer ces petits outils-là. Au-delà de ça, est-ce que le teasing peut aider? Oui. Tu sais, le fait de faire monter la tension tellement que maintenant, je veux dire... Elle va te courir après dans le corridor. Je l'ai écouté, votre podcast. Ah, good job, Max! Yeah. Tu vois, c'est ça. Fait que le teasing peut aider. Énormément. Ça fait partie de la désexualisation. Tu ne verras pas ça dans un porno. Tout ce que tu ne vois pas dans un porno, essaye-le. Essaye-le. Bon. Ça risque de t'aider. Il y a quelqu'un qui nous écrit « Angoisse de performance, c'est un combat de tous les jours. Mais j'ai appris dans ma vie que les jouets sont devenus mes meilleurs amis. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. » Voilà. Ça peut être une autre solution. Puis ça, je complète avec un autre texto qui vient juste d'entrer où la fille nous dit... Les gars pensent que pénétrer une fille, ça doit absolument être avec leur pénis, mais il y a autre chose que ça, là, les jouets, les doigts. Il y a d'autres façons de faire sans que ce soit de la grosse performance. Là. Ouvre donc ta boîte à outils. Ta boîte à outils comprend pas juste ton pénis. Il y en a plein d'autres, des outils. Puis les hommes qui ont peur d'aller vers les jouets, des fois ont peur de perdre leur place, mais tu remplaceras jamais cet homme-là. Tu comprends? Tu remplaceras jamais la chaleur, tu remplaceras jamais la connexion. Mais des fois, d'implémenter des jouets va enlever la pression sur ton pénis pendant un bout de temps. Puis à un moment donné, tu vas finir par l'oublier, puis ça va devenir tellement naturel qu'à un moment donné, tu vas faire « ben voyons, il est là, puis il reste là. On va s'essayer. » Ouais. Puis à ce moment-là, il faut absolument dédramatiser, ridiculiser la chose même. T'sais, j'ai tendance à dire « c'est quoi qui va arriver de pire? » là? Hein? C'est pas la fin du monde. C'est tellement intimidant pour certaines personnes. Exactement. Il faut le voir dans sa tête comme étant quelque chose qui arrive à tout le monde, puis que c'est pas la fin du monde. Dédramatiser la chose, quitte à en rire, puis utiliser l'humour, c'est une des bonnes façons d'y arriver. Puis sinon, la partenaire, OK? Le choix de votre partenaire est important dans le sens où si vous pensez que cette partenaire-là, qui est nouvelle dans votre vie, par exemple, pourrait avoir une réaction négative, préparez-la. Ça se fait de le dire, « Hey, écoute, j'ai eu des problèmes par le passé, des petits problèmes d'éjaculation, des problèmes de difficultés érectiles, mais là, avec toi, là, je sens vraiment que je trippe. Je veux pas que, si jamais il arrive quelque chose, qu'on arrête, on continue, on a du plaisir quand même, mais sache que si ça arrive, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, puis ça sera pas de ta faute. » La réaction de l'autre, il est pour beaucoup dans le plantage de graines dans le cerveau, comme je disais tantôt. Si sa réaction, c'est « Oh my God, franchement! » Oublie ça. La graine va prendre de la proportion. Alors que si tu prépares la personne, des fois, c'est mieux pour le résultat final. Puis si mesdames ou messieurs, dont le partenaire en souffre, ça va être de communiquer puis de lui faire comprendre que c'est pas la fin du monde pour vous. Mais que c'est tough dans une première rencontre. Parce que c'est pas sexy, tu sais. Non. C'est pas ça à quoi tu t'attends, là. Je veux dire, je vais parler dans la tête d'une fille, là.
Mais tu sais, moi, je veux dire, je rencontre un gars dans un bar le matin, je suis célibataire, tu comprends? Puis je suis super allumée. Puis moi, j'imagine la scène de film parfaite où on jump du bar à l'appartement, tu comprends? Puis partout dans les murs. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? On dirait qu'on a une image préconçue. Je sais pas partout pourquoi. Dans les murs. Ben non, mais c'est souvent ça dans les films. Là. Je décrivais pas ce que je veux. Je décrivais un film. Purement de la fiction. Mais c'est souvent ce qu'on voit, tu sais. Puis on dirait que t'as ça un peu en tête, puis ça vient jouer tellement rapidement. Il y a un texto qui est entré, puis j'ai envie que tu puisses répondre à ça, Val. Bien sûr. En passant, si vous venez de vous joindre, on est avec Valérie Mademoiselle V, qui est conseillère en sexologie. Elle dit « Ménopausée et célibataire, j'ai beaucoup de difficultés à me masturber, à conclure. On dirait que le corps a oublié comment jouir. Pourtant, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là, même apparemment. seul, il peut y avoir un genre de... La réponse sexuelle peut être brouillée, même quand on est seul, et ça peut être dû à plein de choses. La ménopause, des fois, la réponse change. Notre façon de masturber quand on avait 16 ans n'est pas du tout la même rendue à 42 ou 45 ou 50. Là. Totalement différent. Il faut réapprendre à reconnecter avec son corps. Peut-être qu'elle a tendance à aller vers les méthodes qu'elle utilisait avant, mais là, il faudrait qu'elle voie ça à 360. Puis la meilleure façon, souvent, c'est d'aller vers les jouets. Donc, quand on doit réapprendre sur un nouveau terrain, aussi bien se prendre des outils. Oui, c'est ça. Entre autres, il y a Womanizer qui garantit des orgasmes en 30 secondes. Ça peut être une idée de l'essayer. Ça dépend si elle est vaginale, clitorisienne ou pas. Là. Tout est variable. Mais moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est faites confiance au personnel en boutique érotique. OK? Je pense entre autres à Mélissa Tessier au 7e ciel, qui sont formées en sexologie, là. Hein? Elles ont leur bac là-dedans. Là. Donc, elles sont capables de dire, bon, écoute, d'où est-ce que tu as joui dans le passé? Ça ressemble à quoi quand tu touches à cet endroit-là? Quelle est ta réponse ici? Puis, vous conseillez une gamme de jouets à essayer un après l'autre pour qu'à un moment donné, tu fasses, hey, regardons ça, Colin, je savais pas que je pouvais jouer par ici. C'est trop gêné, là. Écris-leur sur Messenger. Là. Absolument. Il y a tellement de façons de faire aujourd'hui. Là. Oui, ou, tu sais, les femmes j'en ai quelques-unes qui viennent me voir justement parce que leur réponse sexuelle est complètement brouillée. Allez voir un sexologue, c'est pas obligé d'être toutes les semaines, mais à quelques reprises, des fois, peut vous aider à aller chercher ces outils-là nécessaires à rebâtir votre sexualité. Mais c'est sûr que quand on est en ménopause, ça se fera peut-être pas aussi rapidement, aussi clairement que quand on a 22 ou 24 ans. Bien, je partage un texto à ce sujet-là. D'un coup que ça peut aider, là, on n'incite pas à la consommation, on s'entend, là. Mais il y a quelqu'un qui nous dit « Ma blonde est tombée en ménopause très jeune, plus de désir sexuel. Ça a été très difficile. Puis ma belle-sœur, qui avait le cancer, nous a parlé du cannabis qui l'aidait pour le désir et le fait de se laisser aller à ce niveau-là. » Eh bien, on l'a essayé, puis ça a été une bénédiction pour nous. Là, le but, c'est pas de vous mettre à vous droguer constamment. Là, on se comprend, je pense. Là. Non, c'est ça. Si vous n'avez pas de problème de lubrification, parce que malheureusement, le weed, là, le pot, le cannabis, peut réduire la lubrification féminine. Okay? Puis si ça ne vous dérange pas, au pire, il y a du lube en peau. Mais j'allais dire, c'est dans mes conseils. Mais c'est parce que c'est un relaxant. Un verre de vin va faire la même chose. Ben oui, mais c'est ça, j'allais dire. Moi, je consomme pas vraiment de drogue. Par contre... ça va m'arriver. Des fois, là, tu sais, en fait, soirée avec un petit verre, là, il me semble, je viens déjeuner, je viens funky, là. Exactement. Ça va enlever, justement, l'inhibition. Une petite affaire. Mais attention, allez pas dans l'excès, parce que là, Timou ne lèvera plus. Mais il faut pas non plus que ça devienne ça me prend ça pour. Exactement. C'est le problème aussi, tu sais, qui vient, bon, j'ai beaucoup de jeunes qui vont dire, ah ben oui, moi, je consomme du Viagra pour être sûr que ça arrive pas. Sauf que le problème, c'est que ça devient une psychodépendance à ce moment-là, une béquille que tu auras absolument besoin à chaque fois pour être sûr que ça n'arrivera pas. Fait que tu te rajoutes une affaire de plus, ce que tu veux pas. Donc, mais un verre de vin, un petit puff ou deux d'un joint ensemble, en complicité, peut changer les choses. Donc, il faut l'essayer pour le savoir. Puis vous verrez à ce moment-là, c'est la seule problématique. La problématique est au niveau de l'excès, puis peut-être la lubrification. Oui, parce que ça, souvent, les gens qui l'essayent, que ça fonctionne une première fois, ont tendance à vouloir en faire une habitude. Là. Ça vient ensemble à un certain niveau, malheureusement. C'est ça. Puis c'est correct si ça arrive, je sais pas, moi, vous faites l'amour 2 fois par semaine, puis ça te prend 2 verres de vin par semaine, c'est correct. Mais si c'est tous les jours, puis là, absolument, ça te prend ton joint ou ton verre de vin, là, c'est peut-être à revoir. Là. Mademoiselle V, toujours un plaisir. Ton site web est officiellement en ligne depuis quelques semaines. Oui. Mademoiselleve.com. C'est ça. Pour te rejoindre autrement? Ben, on va sur Google, hein? J'aime tellement comment tu dis Google. C'est comme ton YouTube, Audrey. Oui, YouTube.
Je m'étonnerai jamais de ton Google. Google. Alors, vous allez sur Google, puis vous tapez Mademoiselle V sexologie, puis vous allez tomber sur toutes les pages Instagram, YouTube, etc. Puis vous allez tomber sur le beau podcast qu'on a fait avec Audrey, hein? Sextape. Allez voir ça. L'épisode 3 qui est sorti récemment, puis je me trouvais pas mal cute. Épisode... Ben, je suis contente que tu trouvais cute. C'est important, ça aussi. Le monde, ils m'ont dit que ça me faisait bien du rouge à lèvres rouge. Bon, tu vois, c'est important, ça aussi, sa confiance. Ouais. D'ailleurs, ce podcast-là, juste parce que c'est ton contenu majoritairement qui est dedans, je tiens à le dire, là, on a abordé toutes sortes de sujets qui sont souvent demandés quand t'es rencontré comme conseillère en sexologie. Si vous aimez les chroniques, là. Oui, bien c'est ça. Si jamais vous avez des enjeux sexuels ou peu importe, là, la liste des sujets est toujours sous les vidéos sur YouTube, entre autres, puis sur Spotify, fait que vous n'hésitez pas. Hey, 11h13!